Nous, on va continuer à... Bonjour, bienvenue parmi nous. On va attendre quelques minutes que les gens se joignent. On est déjà à 50 personnes sur un total d'à peu près 100 personnes. On va attendre une minute ou deux. Bon matin, bonjour, merci de vous joindre à nous pour le premier événement virtuel du Conseil canadien de la commandite. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, quelques points de référence. Donc, vous avez remarqué, le chat n'est pas disponible, mais il y a un nouveau bouton qui s'appelle Q&A, qui, dans le fond, vous permet de poser des questions. Vous pouvez le faire à tout moment au courant de la présentation, puis je vais les utiliser pour les reposer à nos conférenciers tout au long à la fin de la présentation. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes de son, vous pouvez aller dans la section Audio Settings, puis vérifier la configuration, vous pouvez faire un test. Alors, on aimerait vous remercier d'être là. C'est une nouvelle initiative. Les membres du Conseil canadien de la commandite ont maintenant accès aux événements qu'on va faire ici au Québec, mais aussi les événements virtuels qui ont lieu à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Donc, c'est une façon de redonner de la valeur à nos membres. Si vous n'êtes pas déjà membre du Conseil canadien, c'est possible de le faire à un prix relativement modeste pour le chapitre du Québec de Montréal. Vous pouvez vous rendre sur le site du SMCC puis avoir votre membership. On lance aussi une série d'événements. Il va y en avoir un par mois. Alors, suivez les informations dans votre boîte courriel. Puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la page du CCC sur LinkedIn qui va aussi reprendre les informations de l'infolettre. On aimerait remercier les commanditaires fondateurs du CCC qui permettent d'avoir du support du contenu et bientôt un nouveau site web d'ailleurs qui sera lancé qui va avoir davantage de contenu et du contenu virtuel dont les webinaires qui vont avoir été enregistrés à travers le pays. Alors, on commence avec notre traditionnelle étude de marché. Alors, un 15 minutes de tour de l'industrie. Puis aujourd'hui, c'est mes collègues Jay Hébert et Daniel qui est notre VP Recherche chez Eleven, qui va vous faire part du résultat du sondage qui a été fait auprès des professionnels de la commandite, mais je vais leur laisser se présenter. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, on n'a pas l'habitude de présenter comme ça. Merci à tout le monde. Je vais lancer la chose, Jay. Merci à tout le monde d'être là. On vous présente ce matin les résultats d'un sondage qu'on a réalisé en mai
auprès de 157 professionnels de la commandite. Le sondage avait pour but, en fait, le sondage, c'était le deuxième d'une série. On en a fait un en avril. On en a refait un autre au mois de mai. On a poursuivre un peu l'évolution. L'objectif du sondage, c'était de mesurer l'état d'esprit du milieu de la commandite, la relation entre les propriétés et les commanditaires, etc. On a, bon, là, Jay, tu vas un peu trop vite. Reviens en arrière, s'il te plaît. Oui, un léger lag. Désolé à tous. Français, je pense que c'était peut-être mieux de garder le contrôle finalement. Ben, juste pour vous dire, dans le fond, qu'on a. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des gens qui proviennent de différents milieux, des consultants, des producteurs d'événements, des gens qui travaillent en agence, en entreprise, ou encore des gens qui travaillent dans des propriétés. Si on regarde maintenant le profil des propriétés, ben, vous voyez qu'on en a pour tous les goûts. Donc, des gens qui proviennent des événements culturels, événements sportifs, propriétés culturelles. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, ouais. Propriétés d'affaires. En termes de revenus, là aussi, on a une grande variété. Donc, des propriétés à petit budget de commandite jusqu'à des très, très grosses propriétés ou des groupes de propriétés, je devrais dire ici. Du côté des entreprises, on a aussi une variété. On a un peu la moitié des répondants dans l'entreprise qui viennent des institutions financières, des assurances. Évidemment, on aurait souhaité d'avoir plus de monde des télécommunications, qui sont en fait les deux catégories probablement les plus présentes dans le domaine de la commandite. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les résultats, il n'y a pas de grosse différence de point de vue entre les différents types d'entreprises. On a aussi une variété en termes d'entreprises au niveau des budgets de commandite, donc des entreprises qui ont des budgets modestes à des budgets qui vont jusqu'à 5 millions ou plus. L'état actuel en fait, l'état d'esprit dans le domaine de la commandite, la très grande majorité des gens sont préoccupés. Vous voyez, à 92 %, c'était 94 % au mois d'avril, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, l'intensité a diminué. Si on regarde, par exemple, la proportion de gens qui sont très préoccupés, on est passé de 57 à 42 %. Donc, l'intensité est un petit peu moins grande. En avril, on était au début de la crise. Là, on est encore en plein dedans, sauf qu'on commence à voir, il y a un peu de déconfinement qui se passe. Il y a probablement aussi beaucoup des entreprises qui se sont vues confirmer leur budget, par exemple, de Tourisme Québec, qui a probablement aidé à passer au travers de la crise. Donc, l'intensité de la préoccupation est un petit peu moins grande, mais on est encore évidemment très préoccupé. Les gens de l'industrie s'attendent à ce que dans les prochains mois, en tout cas d'ici septembre, majoritairement, on pense que les événements sportifs vont avoir lieu. Par contre, on s'attend à ce que ce soit sans public dans la majorité des cas. D'ailleurs, à cet effet-là, il y a déjà beaucoup d'événements qui ont été annoncés. La PGA qui va reprendre à la mi-juin, l'ATP qui a annoncé des tournois de tennis qui vont se faire à huis clos en août. Il y a la F1 qui va commencer à partir de juillet, je pense, en Autriche. Etc. Puis on a d'autres trucs qui vont se faire annoncer. Donc, de ce point de vue-là, les gens sont relativement optimistes. Pour ce qui est des événements culturels, la slide suivante. Et là, voilà. Donc, pour ce qui est des événements culturels, là, on s'attend à ce que ça ait lieu aussi, soit avec public, mais avec mesure de distanciation, ou encore en diffusion virtuelle. C'est sûr que s'il y a des spectacles avec public, il y aura des mesures sanitaires à prendre. On ne les connaît pas à l'heure actuelle, mais on peut penser, on parle de réduction du nombre de spectateurs, besoin de désinfecter les espaces, le port du masque, etc. Ça risque d'être un peu contraignant, mais bon, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de l'activité de ce côté. Pour ce qui est des festivals, par contre, la majorité des gens pensent qu'ils vont être annulés ou reportés. D'ailleurs, ils ont déjà été annoncés, annulés, reportés dans la plupart des cas. Il faut comprendre que dans le cas d'un festival, la logistique d'installation, c'est un peu plus compliqué, là. Le booking, on a besoin de booker de nombreux artistes pour une courte période de temps. C'est plus compliqué. Donc, le temps de réponse et d'ajustement pour les festivals est beaucoup plus long. Je pense que Martin l'avait bien exprimé. Donc, l'importance de pouvoir prendre des décisions longtemps d'avance. On a voulu vérifier quel était l'état de la relation à l'heure actuelle entre les commanditaires et les propriétés. Du côté des commanditaires, vous voyez, on nous dit
tous ceux qui ont répondu nous disent que la relation, elle est bonne. Du côté des propriétés, c'est la vaste majorité qui nous dit que la relation est bonne. On peut penser que, bon, on est en plein milieu d'une crise. On peut penser qu'il y a une forme de solidarité derrière ça. Les gens on est tous dans le même bain. On est solidaires les uns des autres. Donc, c'est l'état actuel des choses. Est-ce que ça va durer quand on va être au retour à la réalité? Est-ce que ça va être la même chose? Ça reste à voir. Ensuite de ça, on avait dans le sondage, on a fait comme 2 blocs de questions. Il y a un bloc de questions qui est adressé spécifiquement aux entreprises qu'on vous présente à l'instant. Donc, la majorité des personnes qu'on a interrogées, à 88% nous disent qu'il y a des événements, un ou des événements qui devaient être commandités, qui ont été annulés. Pas surprenant. Ce qui nous intéressait surtout de savoir à ce moment-là, c'était, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé des budgets qui étaient prévus pour ces événements-là. Et ce qu'on voit, c'est que la moitié des gens en entreprise nous ont dit, ben, on a gardé un peu de cet argent-là pour les propriétés. Encore une fois, on peut penser qu'il y a une forme de solidarité derrière ça. Là. Donc, on est tous dans une situation difficile, donc on s'entraide. Cela dit, il y a quand même la moitié du monde qui n'ont pas laissé l'argent aux propriétés. Donc, soit que l'argent a été conservé en entreprise pour d'autres projets, il y a 25% qui nous disent, par exemple, que les budgets ont été donnés à des causes de différents milieux. Ou encore, on a mis un budget de côté pour la prochaine année. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Jay. Oui, effectivement, c'est intéressant dans l'étude de voir que les gens répondaient majoritairement que les causes supportées, c'était les arts, culture, sport amateur et autres. Mais on a aussi beaucoup d'échos sur le fait que les causes maintenant qui sont supportées, c'est aussi les causes de première nécessité liées à la crise. Parce que les causes traditionnelles qui tirent leur épingle du jeu, comme causes liées au cancer, d'exemple, les grandes fondations et autres qui traditionnellement sont capables d'aller chercher une bonne part des dons, soit des entreprises ou des consommateurs. Plusieurs ont aussi de la difficulté à l'heure actuelle parce que justement, cet argent-là a été réalloué plus vers des causes liées à la sécurité alimentaire, sécurité financière, etc. Donc, c'est intéressant de voir ça. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah, voilà. C'est sûr que la crise a un impact sur tout le monde. Hein. Les entreprises qu'on a interrogées, 56% nous disent que oui, l'entreprise pour laquelle je travaille a connu des pertes financières significatives. 75% nous disent il y a des gens on a dû couper du personnel dans le domaine de la commandite. Donc, la crise affecte effectivement tout le monde. Puis, il y a quand même un exemple assez concret. Je pense que c'est Desjardins qui a annoncé la semaine passée ou il y a 2 semaines que leur budget, c'est-à-dire les revenus avant ristourne avaient chuté de 30% au 2e trimestre. Sachant que Desjardins dépense, 80 millions par année en commandite. C'est pas nécessairement de bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que ce 80 millions-là, il ne sera peut-être pas de 80 millions l'année prochaine. Donc, ça, c'est pas nécessairement de bonne nouvelle. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas surprenant de voir que les entreprises nous répondent que, dans le contexte, on va revoir notre stratégie de commandite. Donc, ça peut avoir beaucoup d'impact. Ce qu'on nous dit également dans ce contexte-là, ce n'est pas surprenant. On pense que dans 38% des cas, que les budgets vont diminuer. Et ces gens-là nous disent qu'ils pensent à une diminution moyenne de 28%. Bonne nouvelle, il y en a 9% qui nous disent que ça va augmenter. Il y a des secteurs qui profitent peut-être un peu plus de la situation actuelle. Mais au net, quand on regarde 9% qui pensent que ça va augmenter, puis 38% qui pensent que ça va diminuer, au net, le résultat de ça, c'est vraiment que la tarte globale va diminuer l'année prochaine. Donc, puis l'année prochaine, puis possiblement les autres années, on s'attend à ce qu'on tombe dans une crise économique à court terme. Donc, ça risque d'être assez difficile. Je pense que Jay, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Oui, effectivement. De toute façon, juste pour ajouter sur ton point, quand on sait que souvent le budget de commandite constitue une vingtaine de % du budget d'opération des événements, c'est sûr, à ton point, ça va avoir un impact qui risque d'être assez significatif. On voulait juste conclure cette section-là avec quelques observations aussi, plus à caractère éditorial, mais ce qu'on se rend compte aussi, où je pense que personne ne va être étonné de cette observation-là, c'est qu'on s'enligne pour une grande période d'instabilité pour les prochaines années dans l'industrie du divertissement au sens large.
C'est pas étonnant quand on voit justement que la majorité des entreprises sont en requestionnement de leurs investissements dans un commandite, qui risquent d'avoir des fluctuations au niveau des investissements. Il y a des entreprises qui connaissent plus de difficultés financières que d'autres. Il y a des propriétés qui vont disparaître. Donc, évidemment, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup d'instabilité qui va venir dans les prochaines années. Ce qui va mettre beaucoup l'importance sur la planification stratégique pour les entreprises parce que le parallèle que j'aime bien faire là-dessus, c'est un peu comme un plan de naissance. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu des enfants, vous savez, le plan de naissance, la démarche, c'est un peu de se questionner sur ce qui est souhaitable, acceptable, puis ce qu'on souhaite, comment on souhaite réagir en fonction de différentes situations. Puis évidemment, quand l'accouchement commence, on peut lancer le plan par la fenêtre parce que de toute façon, on va y aller au flot, au gré des événements. Puis l'intérêt de toute façon de la démarche, c'est justement de pouvoir se faire la démarche mentale de se questionner sur l'ensemble des balises qu'on souhaite se fixer. Bien, ça ne sera pas différent pour les entreprises dans la mesure où ça va mettre beaucoup plus l'importance sur la planification stratégique et surtout la flexibilité de celle-ci parce que traditionnellement, ça se faisait toujours une fois par année. Au courant de l'été, les budgets sont approuvés à l'automne, etc. Et là, maintenant, on est tellement dans un moment réactif que ça va demander beaucoup plus de flexibilité de l'ensemble des acteurs et donc ça va mettre beaucoup plus de pression sur justement de faire des bonnes planifications stratégiques, peut-être même 2 fois par année pour être capable de réviser ça parce que les événements vont trop rapidement. Puis le dernier point, bien évidemment, ça, c'est pas étonnant non plus. Ce qu'on risque de voir aussi dans les prochaines années, c'est que les partenariats vont devoir travailler plus fort pour les marques. Lire entre les lignes, dans le fond, générer des retombées financières, des retombées d'affaires à court terme parce que justement, la majorité des entreprises vont être à la recherche justement d'aller rechercher des gains. Et donc, ils vont probablement être plus à l'affût justement de partenariats qui vont travailler plus fort pour eux, mais d'un point de vue d'affaires à proprement dit. Donc, voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Le questionnaire comportait aussi un bloc de questions qu'on a adressé spécifiquement aux propriétés, aux producteurs d'événements, que voici. Oui, slide suivante, s'il vous plaît. Oui, slide suivante. Oui, voilà. Oups. Non, la précédente. Voilà. Alors, non, c'est la précédente. Voilà. Bon. Tantôt, j'ai oublié de préciser quand le premier résultat que je montrais sur la préoccupation, le niveau de préoccupation face à la crise sanitaire. J'ai oublié de préciser que les gens qui sont dans les propriétés ou encore les producteurs d'événements sont beaucoup plus très préoccupés de la situation que les gens en entreprise. Puis on le voit ici quand on demande, vous pensez quoi de la difficulté à conserver vos commanditaires ou en tout cas de la difficulté perçue à en recruter de nouveaux, ce n'est pas très optimiste. Donc, il y a 47 qui pensent que ça va être assez ou très difficile de conserver ses propres commanditaires, alors que quand on pense à en recruter de nouveaux, c'est 86 qui pensent que ça va être assez ou très difficile. Bon, évidemment, ça aurait été le fun de poser ces questions-là il y a 1 an pour pouvoir comparer avant la crise, après la crise. On ne l'a pas, mais je pense que c'est assez évident qu'il y a une inquiétude dans le marché. Et c'est là que, je parlais aussi tantôt de solidarité, c'est là peut-être que la solidarité va montrer ses limites. Quand va venir le temps de renouveler des partenariats ou de créer de nouveaux partenariats, je pense que ça va être plus difficile. En tout cas, l'état d'esprit est que ça s'annonce pour être pas nécessairement facile. Et d'ailleurs, la perception, c'est que, il y a la slide suivante, on voit qu'il y a les 2 tiers, en fait, des gens dans les propriétés, des producteurs s'attendent à ce que les revenus de commandite diminuent. C'est énorme. Puis on s'attend à une baisse de 37 en moyenne. Donc, c'est énorme. Il y a vraiment de l'inquiétude dans le marché. On a, évidemment, pour les propriétaires qui ont annulé des événements, on leur a demandé est-ce que vous craignez pour la survie? Puis vous voyez que la moitié des gens, c'était un peu plus élevé en avril quand on a fait la première phase. C'est quand même une personne sur 2 en événement qui nous dit craindre pour la survie de son événement. C'est majeur. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'il y a quand même une diminution, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, ce n'est pas une bonne nouvelle,
de la proportion de ceux qui disent que mon événement est assurément en danger. En fait, c'est comme si au début de la crise, on était dans l'incertitude, puis là, il y a des choses qui commencent à se préciser. Malgré que le Tourisme Québec, par exemple, a versé les subventions cette année aux événements, ben, il y en a probablement pour qui ce n'était pas suffisant pour aider à la survie. Donc, il y a vraiment une inquiétude dans le marché. Ce n'est pas la première fois que l'industrie vit une crise. La dernière, c'était en 2008, 2009, 2010, suite à la crise financière. Et à l'époque, le gouvernement fédéral avait lancé un programme pour aider les entreprises. Le programme, je ne me souviens pas du nom, là, le programme d'aide qui avait aidé les entreprises. Et j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix. Là. Je suis sûr que Martin travaille très fort au moment où on se parle dans cette direction-là pour sensibiliser les gouvernements à cette réalité-là. Bon, c'est sûr que dans le contexte actuel, la grosse mode, c'est la conversion au numérique. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a des événements qui ne peuvent pas le faire. Mais on a vu que c'est déjà commencé. On l'a vu le week-end dernier, par exemple, avec le Festival Juste pour rire, le Festival Ha 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 qui a eu lieu en ligne le week-end dernier. Il y a l'Orchestre symphonique qui nous annonce des concerts qui vont être diffusés dans les prochains jours. Je sais qu'il y a d'autres événements au Québec qui s'en vont vers là. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des exemples et on songe beaucoup à ça. Oui, effectivement, on en jasait justement avant. Un des exemples qui était assez probant dans les derniers mois, finalement, c'est l'exemple avec Fortnite qui avait lancé son spectacle qui s'appelle Astronomical, qui est organisé avec Travis Scott, qui avait généré 27,7 millions de spectateurs. Mais l'affaire, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, l'industrie n'était pas prête à passer au numérique pour la majorité des acteurs, ce qui fait en sorte que c'est pas une bouée de sauvetage, puis c'est certainement pas une avenue qui va compenser à 100% la perte des revenus, ce qui fait en sorte que ça doit s'inscrire beaucoup plus dans une planification à moyen et long terme pour faire en sorte que, justement, il va y avoir probablement une fragmentation du mode de consommation du divertissement, mais c'est certainement pas une bouée de sauvetage pour compenser les pertes de revenus, ça c'est certain. Dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, bien évidemment, vous l'avez vu, la précarité de l'industrie est bien réelle, puis c'est certain qu'il va y avoir des changements assez significatifs. Probablement 20 à 30 des propriétés, surtout dans le culturel, vont disparaître dans les deux prochaines années. Les entreprises aussi connaissent énormément de bouleversements. Puis dans ce contexte-là, ben, je pense que pour les propriétés, il ne faut pas hésiter de jouer un rôle ou tenter de jouer un rôle plus stratégique pour les commanditaires. Et dans le contexte actuel, justement, où le mode de collaboration est assez bouleversé, ben, il y a des conversations qui, par le passé, n'avaient peut-être pas lieu et qui, là, pourraient se passer justement pour faire en sorte que les propriétés deviennent un meilleur partenaire stratégique pour les entreprises. Dernier point aussi, c'est qu'au final, la recherche de partenariat ou de partenaires, comme Daniel le disait tantôt, c'est sûr que c'est un contexte qui est difficile, mais ça se passe quand même maintenant, mais dans une perspective où ça va être pour 2021, parce qu'en bon français, c'est clair que 2020, c'est un write-off. Mais dans une perspective où justement tout est en train de changer et puis ça évolue très rapidement, mais c'est encore très pertinent pour les propriétés de rester sur le radar puis de s'insérer dans la planification de peut-être des nouvelles entreprises qui n'auraient pas considéré des partenariats avec ces propriétés-là par le passé. Francis, veux-tu passer jusqu'à la dernière page? Juste pour conclure. Je pense que ce qu'on souhaitait faire avec vous aujourd'hui, c'est dans le fond de terminer sur le dernier message à l'effet qu'il devrait avoir, à notre avis, 3 scénarios que tout le monde, chaque acteur de l'industrie devrait avoir en main. Puis le premier, c'est évidemment, c'est quoi le plan de match dans une perspective où il y aura une reprise des activités cet automne, mais avec des mesures sanitaires en place qui vont évidemment influencer ou impacter énormément la capacité d'activation et les contreparties. Le deuxième scénario que les propriétés puis les commanditaires doivent aussi absolument avoir en main, c'est quoi le scénario dans une perspective de, on l'espère, on est optimiste d'une reprise complète à partir de janvier. Puis le dernier, c'est on fait quoi si finalement ça ne reprend pas avant 2022 parce qu'au final, le contexte sanitaire aura évolué de la sorte. Encore là, ben, c'est des questions très importantes à se poser pour justement voir c'est quoi la perspective en matière d'utilisation des contreparties, les ententes, l'activation, etc., etc. Alors voilà. Si je peux me permettre, moi, je voudrais juste ajouter, je ne sais pas, là, on a pris un peu plus de temps qu'on nous avait alloué. Je ne sais pas si on aura du temps pour des questions, mais s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des questions, qui veulent nous parler, en discuter, n'hésitez pas à nous appeler. Nos coordonnées, vous allez les trouver sur notre site web ou encore sur LinkedIn. Ça nous fera plaisir. Merci. Merci beaucoup, Dan et Jay.
Juste vous rappeler que si vous allez si vous bougez votre souris sur Zoom, vous allez voir le menu apparaître, puis dans la section Q&A, vous pouvez poser vos questions. On va les passer une par une à la fin de la présentation. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de présenter Martin Roy, qui est président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, aussi connu comme le REMI depuis 2010, puis maintenant aussi Festival événements majeurs, qui est une organisation qui a un rôle pan-canadien. Alors, Martin, je te laisse la parole pour faire un horizon de la situation. Alors, oui, vous m'entendez? C'est bon? Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier le Conseil canadien de la commandite pour l'invitation qu'il m'a faite. Je veux aussi remercier tout particulièrement Francis et Marianne Lemieux de la Ronde avec qui j'ai pu discuter en préparation d'aujourd'hui. Donc, voilà, merci. Merci Daniel, merci Jay aussi pour les chiffres éclairants que vous venez de partager aussi et que je vais sans doute partager aussi avec les membres du REMI, quoique je sais aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont en ligne actuellement et je les salue aussi. Alors, peut-être juste un mot avant d'aller dans le vif du sujet sur ces deux organisations que je représente, c'est-à-dire donc le REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux, qui au Québec rassemble 28 des plus grands événements que vous connaissez bien, de même que 6 membres affiliés, dont une autre association qui est Événements Attractions Québec. Et vous voyez les logos des membres du REMI à l'écran en ce moment. Je représente aussi Festival et Événements majeurs Canada, donc on désigne sous l'acronyme FAME en anglais, qui est une grande coalition, une grande coalition canadienne qui rassemble, elle, des membres actifs, donc une quarantaine, et aussi des associations qu'on pourrait qualifier dans ce cadre-là de régionales ou territoriales, donc au Québec, dans l'Atlantique et à Ottawa. Donc, au total, plus de 500 festivals et événements de toute taille à travers ces deux chapeaux que sont FAME et le REMI. Alors, vous avez vu dans le Canva que je vais prendre aujourd'hui que je vais d'abord vous parler de l'impact de la crise sur les événements et leurs finances. Je vais vous parler des demandes qu'on a faites au gouvernement pour sauver l'industrie et les réponses qu'on a obtenues jusqu'ici. Je vais vous demander aussi à vous, commanditaires et partenaires, de poser des gestes qui pourraient aider grandement pour la suite des choses. Et enfin, je vais vous parler des événements de demain, des chantiers sur lesquels on travaille et donc des différentes phases à venir. Pour bien comprendre l'impact de la crise sur les festivals et les événements, là, je pense qu'il est bon d'afficher, donc oui, on l'a déjà, la structure des revenus et dépenses des festivals et des événements à partir de l'étude de KPMG qu'on a faite il y a quelques années. Alors donc, du côté des revenus, vous le voyez, si on résume, c'est pratiquement 42 % en revenus autonomes. Et là, par là, dans ce cadre-ci, on entend billetterie, pour ceux qui en ont une, là, qui sont des événements payants, stationnement, vente de boissons et nourriture, donc c'est ce bloc-là. On a aussi 16,7 % au total de subventions en provenance de tous les paliers, donc du local au fédéral. Là, vous voyez les segmentations aussi. Puis enfin, près de 33 % en commandite, soit 3,8 % des sociétés d'État et 28,9 % du secteur privé. Alors voilà. Et donc, sans enlever aux difficultés des autres secteurs en culture qui sont à l'arrêt et avec qui, évidemment, on sympathise, les festivals ont comme particularité d'être à la fois, je dirais, hyper sociaux, ce qui n'est pas une bonne chose en temps de COVID, et hyper saisonniers, ce qui complique les choses quand on ne peut pas se tenir sur les 3 ou 10 jours qui étaient prévus. Il n'y a évidemment pas de deuxième chance de faire des revenus dans l'année. Ils disparaissent complètement à partir du moment où on se fait dire que pour des raisons sanitaires, qu'on comprend très bien, que l'événement ne peut pas se tenir. Alors, les dépenses, elles, on peut peut-être aussi les afficher, elles ne disparaissent pas aussi facilement. D'abord, on doit dire qu'en général, elles ont commencé à être engagées dans le mois
qui suivaient la toute dernière édition, donc à la fin de l'été 2019 ou au début de l'automne. Les salaires et les avantages sociaux qui sont dans ce tableau-là à 21% ont déjà été dépensés là, parfois aux 2/3 ou aux 3/4 quand on est à quelques semaines d'un événement. Donc, ce bloc-là de dépenses est engagé et payé. Alors, tout le reste, eh bien, je pense qu'on peut résumer ça en un mot ou en deux, c'est ça dépend. Alors, ça dépend notamment des clauses de force majeure, du moment de l'annulation et du délai aussi dont on dispose entre le moment de l'annulation et le moment où devait se tenir l'événement, à savoir si c'était dans 2 semaines ou dans 16 semaines. Ça dépend aussi si on peut arrêter la campagne de publicité qui parfois était commencée. Ça dépend, on l'a vu aussi après, donc au cours des dernières semaines, si on est éligible ou non à la subvention salariale d'urgence, par exemple, et si oui, pour combien de temps. Une chose est certaine, c'est que les dépenses vont excéder les revenus cette année. Je pense que c'est une certitude là, dans l'ensemble. Et donc, c'est pourquoi qu'on a très rapidement plaidé auprès des gouvernements pour qu'ils maintiennent leurs subventions, que l'événement se tienne ou non. On a plaidé aussi pour l'accès à la subvention salariale d'urgence et sa prolongation, parce que ça doit en principe se terminer au 31 août, si je ne m'abuse. Mais donc, on est aussi, comme le secteur touristique et beaucoup de joueurs en culture, à demander qu'à tout le moins, dans ces secteurs-là, la subvention salariale soit prolongée. Puis on voyait ce matin, d'ailleurs, dans les journaux, que ça coûte au gouvernement beaucoup moins cher que ce qu'il prévoyait. Alors, je considère que de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle parce que normalement, il devrait avoir des fonds disponibles pour une certaine prolongation. Donc, on demande aussi pour la suite, indépendamment de ça, une intervention forte pour sortir les événements qui seront dans le trou, donc de les sortir du trou, que ce soit par des prêts, ce qui est possible, ce qui a été aussi annoncé assez rapidement au début de la crise, l'accès à certains prêts, notamment à la SODEC et ailleurs, mais aussi selon nous, par des subventions, puis une forme de bail-out qu'on pourra éventuellement mieux définir. Et on a effectivement plaidé pour un programme semblable à celui qui a été mis en place en 2009-2010. Et c'est un programme donc, qui avait suivi la crise financière et par lequel le fédéral a mis près de 100 millions de dollars en événements pour stimuler l'économie et aussi les secteurs qui gravitent autour de nous, comme la restauration, le transport et l'hôtellerie. Alors, la réponse, à tout le moins là, dans l'immédiat, pour le maintien des subventions régulières et la subvention salariale d'urgence, bien, elle est plutôt positive, même si, dans certains cas, les intentions restent à être fermement confirmées, puis qu'on attend des lettres, qu'on attend des chèques. Et dans d'autres cas, on sait aussi qu'il y a des conditions qui vont nous priver d'une partie de la somme. Alors, des fois, ce n'est pas tout à fait 100% qu'on aura d'une certaine subvention, mais plutôt 80 ou 70% là, parce qu'on ne rencontre pas tel ou tel critère ou qu'il y a des technicalités qui font en sorte qu'on n'y arrivera pas. Mais dans l'ensemble, on espère quand même là, aller chercher le plus possible des 16,7% que représentent les commandites et qui figuraient là, au tableau qu'on vous a montré. Alors, on a aussi fait la demande aux sociétés d'État de rester à nos côtés pour l'année, même si l'activation n'aura été évidemment que très partielle. Et je veux sincèrement remercier l'Auto-Québec qui a pris rapidement position en notre faveur dans le dossier, là, tout particulièrement Éric Meunier, qui est au sein de l'organisation et qui a su y défendre nos intérêts. Et ensuite, la Société des alcools du Québec et Hydro-Québec ont suivi le mouvement et le Rémi et moi-même, on remercie les 3 sociétés d'État. Alors, ça m'amène évidemment à vous parler de votre rôle aussi. Je veux profiter de la tribune que j'ai pour vous lancer un appel, pour vous demander, évidemment, de rester à nos côtés en ces temps difficiles, vous demander de maintenir le plus intégralement possible les partenariats, les sommes assorties, même si, on le sait, encore une fois, les activations ne seront que très partielles ou complètement différentes, virtuelles ou autres.
Et je vous demande à cet égard de faire preuve de la plus grande souplesse possible dans les circonstances. Et le sondage en témoigne. Là, il y en a une partie qui ont quand même qui sont restés présents. Puis on m'a rapporté aussi au cours des dernières semaines des beaux exemples de votre solidarité, de votre soutien. Certains m'ont rapporté que les premiers versements avaient été faits, d'autres que la somme avait été versée intégralement, comme s'il s'agissait dans les faits d'un don. D'autres commanditaires ont prolongé les ententes, ont ajouté une année au bout des ententes existantes, dans le fond, pour compenser celles qu'on vient littéralement de perdre. Certains ont accepté aussi volontiers d'être associés à des plans B, là, ce que moi j'appelle des plans B, donc des événements, des trucs de substitution, de remplacement. Et donc, je veux saluer tout ça puis remercier toutes les personnes qui sont derrière ces décisions importantes. C'est des décisions cruciales en ce qui nous concerne. Alors, considérant aussi ce que je vous ai présenté comme portrait financier, il y a un peu de la solution qui passe par vous. Si on veut garder notre industrie événementielle forte, si on veut continuer dans l'après-crise, j'en appelle donc encore une fois à chacun d'entre vous pour faire le maximum. Quant à la suite des choses, bien, voici comment on la voit pour le moment. D'abord, bien, vous le savez, les festivals et les événements, là, à tout le moins, tout ce qui requiert ou qui comprend un rassemblement physique, ça a été annulé jusqu'au 31 août à la demande du gouvernement du Québec. Et ceux qui suivaient en septembre, à tout le moins chez nous, au Rémy, ont aussi pris la décision d'annuler. Là, je pense entre autres au Festival de Montgolfière de Gatineau et au Festival Western de Saint-Tite, même si dans les deux cas, là, ils regardent pour justement des plans B, comme je les appelle. Alors, donc, à travers de ça, il y a eu évidemment des cas particuliers, comme le Festival Juste pour rire, auquel on faisait allusion un petit peu plus tôt, qui a reporté en septembre, octobre, la portion salle, mais qui a aussi déployé beaucoup d'énergie pour présenter un festival en ligne, le AAA, le week-end dernier. De son côté aussi, par exemple, Fierté Montréal transforme son édition en misant sur le virtuel. Et le Festival du Nouveau Cinéma, tout comme Fantasia, bien d'autres festivals de cinéma dans le monde transforment leurs activités, misent en ligne. Tout ceci a évidemment été fait très rapidement pour que l'été et une partie de l'automne ne soient pas complètement vides d'événements et de culture aussi dans un sens. Alors, après ça, vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, on travaille sur deux chantiers. D'abord, c'est évidemment, notre priorité, c'est le chantier sanitaire. Tout comme tout le reste du monde de la culture et du tourisme, notamment. On est en train de voir comment on pourra monter des scènes, accueillir du public, présenter un spectacle en respectant et en faisant respecter des mesures de distanciation physique là, qui sont pour le moment 2 mètres, là, ce fameux 2 mètres. Alors, c'est tout un défi, on en convient. À supposer qu'on en vienne à la conclusion qu'un site qui normalement peut accueillir 25 000 personnes ne peut plus en accueillir que 15 ou 20 000 dans les nouvelles circonstances, en faisant toutes sortes de réaménagements. Il faudra voir ce que ça a, évidemment, comme répercussion sur le budget, sur le modèle d'affaires et finalement, voir si c'est jouable. Si ça nous permet de continuer, à tout le moins, de traverser la tempête et de maintenir aussi nos équipes en place. Là, je pense que c'est peut-être pas une question d'être profitable, là, mais de bien traverser la tempête, maintenir nos équipes en place et évidemment l'expertise qui vient avec elle et qui est très, très importante pour nous. Alors, dans le cas où la situation ne change pas du tout au tout d'ici janvier, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vaccin, pas de traitement, ni d'immunité de groupe, il faudra quand même tenir Montréal en lumière et Gloufest, le Carnaval de Québec, avec ses plans sanitaires ou ne pas les tenir du tout, comme ça a été le cas donc cet été. Mais moi, j'ai confiance qu'ensemble, de notre côté, on pourra trouver toutes sortes de façons, même si on reconnaît que ce n'est pas l'idéal. Donc, même si ça doit impliquer peut-être aussi des couvre-visages, ne serait-ce que pour accéder au site, passer à travers l'accueil, la billetterie, avant de trouver son espace sur le site du festival qui serait
un peu plus grand que d'habitude ou un peu plus clairsemé qui pourrait permettre à ce moment-là, rendu là, d'enlever le masque quand on a pris sa place. Et donc, j'ai aussi souligné que les événements d'hiver ont en quelque sorte une longueur d'avance puisque le foulard est presque requis à cause du froid. Alors, un foulard ou un masque, disons, on y est. Et je soumets à votre attention qu'un foulard ou une visière ou un couvre-visage, c'est une très belle activation. Ça peut aussi être le billet de demain qui pourrait éventuellement inclure une puce RFID. Alors, donc, ça, c'est pour le premier chantier. Donc, de voir à l'intérieur de la boîte, de voir ce qui est existant, ce qui est traditionnel, comment on peut l'adapter. Le deuxième chantier, je ne l'appellerai pas celui de la réinvention parce que c'est devenu ultra chargé au cours des dernières semaines et que je risquerais de me faire lancer des tomates virtuelles. Mais donc, moi, c'est celui que j'appelle désormais celui de l'éclatement, celui de la diversification. Et je pense que tous les événements doivent avoir en leur jeu de cartes, là, des cartes importantes, des jokers. Et s'ils ne sont pas capables de jouer la partie normalement, qu'ils utilisent ces jokers-là. Alors, à supposer, encore une fois, que la situation ne nous permette pas de revenir à un minimum de normalité, moi, je pense qu'on ne peut pas, pour une deuxième année, pour un deuxième été, se faire harakiri parce que nos organisations ne passeraient pas à travers, dans plusieurs cas, je le crains, mais aussi parce qu'on doit, je pense, aux Montréalais, aux Québécois puis aux Canadiens dans l'ensemble, des événements. On doit autre chose qu'un coma culturel et événementiel. On la connaît désormais, la menace. On a été évidemment tous pris les culottes à terre cette année, mais on ne devrait pas nous y prendre deux fois. Et donc, on peut en ce moment se préparer à l'an 2. Et donc, moi, je pense qu'il faut préparer en marge des programmations plus normales, des activités qui seront totalement COVID-proof à l'intérieur de nos festivals et de nos événements. Et donc, si tel ou tel événement ne peut se tenir à la place des festivals, qu'il aille, oui, exceptionnellement, se tenir ou présenter des spectacles au Cinéparc de Boucherville ou dans d'autres immenses stationnements de Montréal. Puis si un DJ ne peut pas jouer devant une foule, qu'on l'installe au sommet de la biosphère ou du Château Frontenac, qu'on retransmette ça à la radio, sur le web et dans tous les petits parcs en ville avec, évidemment, une densité moindre. Si on ne peut pas faire un défilé, par exemple, un défilé de la fierté sur 3 km, qu'on en fasse un sur 7 km en mettant des X sur le trottoir à tous les 2 mètres. Sinon, faisons-le sur le fleuve Saint-Laurent, de la Chine à Pointe-aux-Trembles. Dans le fond, on a plein d'options. On peut faire des shows sur des nacelles devant des tours à bureaux, des blocs appartements. Bref, soyons aussi fous que ne l'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Soyons aussi créatifs que le coronavirus est invasif. Et dans le fond, travaillons ensemble, commanditaires et festivals, pour réussir cette entreprise. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci beaucoup, Martin. Très, très apprécié. C'est le temps de poser vos questions, que ce soit à Martin ou à Jay et Daniel pour la présentation du début. J'ai déjà une note d'Audrey Desbiens qui dit au nom de la SAQ qu'ils sont fiers et qui sont heureux de continuer à contribuer et supporter l'ensemble de leurs partenaires. Une bonne nouvelle de la part de la SAQ. Martin, tu y as touché un petit peu, mais il y a plus de 30% des revenus du REMI en comptant la Société d'État. As-tu vu, tu parlais d'activation COVID, as-tu vu des exemples où en ce moment les promoteurs ont pu générer de la valeur pour les partenaires là, en dehors du contexte régulier qu'on connaît? Par toutes ces initiatives, là, tu veux dire les initiatives qui ont été menées, des trucs numériques, là. Oui, je pense que c'est ça. Là, tout le monde est un peu en train de se démener. Puis évidemment, dans le cas de AAA, on a vu que ça a été un succès, je veux dire, populaire. Ils ont rendu public certains chiffres et puis on voit bien qu'il y a de l'appétit. Puis les gens sont tannés un peu je veux dire, ils veulent quand même
ils veulent des activités, mais pas nécessairement du Facebook Live un peu broche à foin, là. On veut des trucs quand même de qualité et c'est ce que nos festivals et nos événements sont capables d'offrir, puis ils disposent de l'expertise pour le faire, pour faire des trucs qui sont vraiment de qualité. Maintenant, évidemment, la question, c'est de voir si le modèle d'affaires tient la route et puis si ça... Bon, d'une part, comme je l'ai dit, si ça permet à tout le moins de garder nos équipes en place pour traverser l'épreuve, ça aura au moins ça de bon, là. Et aussi, moi, je pense qu'évidemment, encore une fois, c'est des choses qui peuvent s'ajouter à ce que l'on fait, à ce qu'on veut faire, mais ça remplacera jamais l'événement live. Là. Je veux dire, on se réunit dans des théâtres depuis la Grèce antique là, pour de l'opéra ou du théâtre, et puis on ne peut pas, là, du jour au lendemain, dire, ben voici, on est maintenant tous en virtuel, puis on ne se réunira plus jamais physiquement. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui vaut la communion qu'on peut vivre ensemble physiquement quand on est dans un lieu de diffusion ou dans un festival. Sur cette note-là, on le voit, la minute, on suit les nouvelles internationales, la minute où il y a quelque chose qui ouvre les bars, les gens se garochent. Alors, le nouveau normal, ça va être effectivement de profiter de toutes les petites occasions, puis éventuellement de retourner à ce qu'on connaît, puis ce qu'on aime dans l'événementiel. Parlant de ça, tu veux des exemples ailleurs à l'international duquel on peut peut-être s'inspirer ici? Bien, écoute, on fait de la veille. Nous, on est toujours très, très attentifs à ce qui se passe. Là. Je ne le regarde pas, moi, d'un point de vue strictement commandite, là, mais quand je regarde les événements, bon, évidemment, moi, ce qui me fascine depuis le début de cette crise-là, c'est l'engouement pour les cinéparcs qui est mondial. Là. Je veux dire, on est tous en train de retourner aux années 50 et aux années 60 là, avec l'époque glorieuse des drive-in. Ça, c'est fascinant. Et puis, on l'a vu dès le début de la crise, les deux frères qui ont annoncé qu'ils feraient une tournée des cinéparcs. Bon, on n'était même pas sûr à ce moment-là que c'était possible et que la santé publique l'autoriserait, mais ça l'est. Ça a été clarifié il y a une dizaine de jours que non seulement les cinéparcs allaient pouvoir reprendre des projections de films, mais que ce dispositif-là, que ces équipements-là allaient pouvoir servir pour des spectacles de musique. Alors moi, je m'en réjouis, puis j'ai vu aussi que Jean-Sébastien Boudreau, qui était donc la Fierté Montréal, a quitté l'organisation, mais il a tout récemment créé avec d'autres partenaires un festival qui s'appelle Fauve, et qui est un festival d'humour qui sera donc en formule cinéparc. Et on le voit partout à l'international. En Allemagne, les gens sont dans leur voiture en train de danser sur de la musique électro. C'est complètement déjanté. Bon, je ne sais pas si ça va passer l'épreuve du temps, mais à tout le moins, en ce moment, puis l'année prochaine, peut-être, ça a quelque chose de rafraîchissant puis d'extrêmement... moi, je trouve ça très, très intéressant. Peut-être une dernière question avant de conclure. Il y a eu la politique numérique culturelle pour tenter de numériser, ça c'est bien avant la crise, là, une initiative du gouvernement d'amener les organisations culturelles à se rendre en ligne puis offrir du contenu en ligne. On voit évidemment que la crise a accéléré tout ça. C'était peut-être un talon d'Achille pour certains de faire vivre, par exemple, la commandite ou les contenus en ligne. Est-ce que tu as une opinion sur le fait que ça s'accélère ou ça se transforme? Bien, je pense que, entre autres, dans le plan qui a été présenté par la ministre de la Culture lundi, là, bien, il y a spécifiquement là, un 5,9 millions qui est dédié aux festivals et aux événements et aux initiatives numériques qu'ils mettront en place. Là, on n'a pas beaucoup de détails. Ça tient tout ça sur 2 paragraphes là, dans un document. Puis il y a 4 exemples qui ont été donnés, mais effectivement, c'est entre autres pour supporter toute initiative numérique. Alors, je pense que à partir du moment où on a le soutien du gouvernement du Québec, qu'on a l'expertise, qu'on aurait éventuellement votre soutien à vous, là, on commence à parler de choses vraiment structurées dans le numérique, dans le virtuel et de festivals ou d'activités qui sont en soi là, beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a pu voir dans les premiers jours. Bon, on me rapportait, moi, entre autres, là, récemment, qu'il y en a un qui
qui a décidé là, de faire des prestations en bonne et due forme au Théâtre L'Astral et puis qui va présenter des spectacles. On va pouvoir payer 15 $, puis on va avoir du son qui a du bon sens, puis une image aussi qui se tienne, puis il y aura des techniciens sur place, puis les captations vont avoir du bon sens. Donc, à partir de là, ça, c'est évidemment un super produit auquel les commanditaires peuvent s'associer parce qu'on veut pas, on va déployer ça. Puis encore une fois, je pense que c'est très prometteur. Puis on a été, effectivement, comme je vous le dis, je pense que personne n'était prêt à cette éventualité-là, puis personne n'était prêt à passer au numérique à ce degré-là. Mais là, au bout de 2 ou 3 mois, on a commencé à mettre en place des morceaux importants qui vont, je pense, porter fruit très, très prochainement. Là. Puis d'ici à ce que l'on retrouve une certaine normalité, disons, physique, je pense qu'on va avoir trouvé dans le monde virtuel quelque chose d'intéressant. Merci infiniment, Martin. On est très choyés de pouvoir t'avoir avec nous pendant 1 heure. On a, avant de conclure, une dernière question auquel Daniel va répondre. C'est si on a des informations à partager sur la demande de participer à des événements en virtuel. Dan. Me voici. Oui, en fait, on ne les a pas encore, les insights, mais on s'apprête à faire un sondage auprès de l'ensemble des Québécois dans lequel il y aura des questions sur ça. Donc, je ne peux pas vous dire quand ça va être prêt, mais c'est dans les prochains jours, on lance ça. L'intérêt est là pour ce genre d'informations-là. Donc, on va avoir quelque chose dans les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup. On m'a aussi demandé si la présentation de l'étude d'industrie allait être disponible. Et oui, ça va être disponible gratuitement. On pourra vous envoyer une note à cet effet-là. Alors, j'aimerais remercier, il y a Marianne Lemieux de Six Flags, la ronde qui a participé à l'organisation de l'événement aujourd'hui, les bénévoles du comité du Conseil canadien sur la commandite, Stéphane Noireau qui s'occupe du comité d'éducation et les autres, et Joanne pour le membership au Vieux-Port de Montréal. Merci beaucoup. Si vous connaissez des jeunes professionnels qui souhaiteraient participer à un programme de mentorat sur la commandite, un programme qui est structuré, qui est national. Donc, vous pouvez trouver un mentor ici à Montréal, mais aussi dans l'Ouest canadien ou à Toronto. Ce serait fantastique que vous leur envoyiez une petite note. C'est peu dispendieux pour avoir un accompagnement sur une période d'1 an qui peut définitivement améliorer la carrière de gens qui ont 2-3 ans d'expérience dans l'industrie. Alors, vous pouvez aller sur le site du Conseil canadien de la commandite. C'est le programme qu'on appelle Activate, c'est le programme de mentorat. Puis, les gens ont jusqu'à la fin juin pour appliquer pour devenir un jeune professionnel qui sera suivi pendant une période de 1 an. Alors, pour conclure, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette première édition. On va être de retour en juillet. Suivez vos courriels. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous voulez vous impliquer à titre de bénévole, si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas à me contacter moi ou des membres du comité. Merci beaucoup. Au revoir.